Bonsoir Madame, Monsieur et bienvenue dans ce journal. Le gouvernement choisit l'horizon 2060 pour sa nouvelle vision nationale de développement. Celui de 2025 arrivant à échéance, l'année 2060 a été choisie pour la projection de l'image souhaitée du Bénin 100 ans après son indépendance. Le conclave gouvernemental de ce 20 juillet a également autorisé la mise en œuvre des registres des personnes physiques. Le décret adopté impose l'inscription de tous résidents nationaux ou ressortissants étrangers sur le registre communal. Cette inscription se fait soit à la naissance, soit lors de l'installation sur le territoire national. De même, tout changement de résidence principale doit faire l'objet d'une déclaration obligatoire dans un délai de 8 jours ouvrables selon le déménagement. Et autre actualité dans ce journal, le président en exercice du réseau des instances africaines de régulation de la communication était ce mercredi au cabinet du président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication AC. À l'occasion, Joseph Chmokeng Kalaboubou a fait le bilan des actions menées à la tête de cette instance de régulation des communications en Afrique. Aziz Adam Souley et Edouard Capo nous ont fait le point dans cet élément. En fin de mandat, le président du réseau des instances africaines de régulation de la communication RIAC est en visite au Bénin. Le Bénin qui abrite le secrétariat exécutif de ce réseau. Bien avant la séance de travail qui a réuni les deux personnalités, c'est au président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, Rémi Prosper Moretti, de rappeler l'objectif de la visite de son hôte. Vous êtes là cette fois-ci pour que nous puissions préparer ensemble la CECAF, qui est le grand rassemblement de tous les régulateurs africains et qui aura lieu en septembre prochain au Maroc. Vous voulez passer la main, pas parce que vous déméritez, mais parce que votre mandat prend fin. Le Maroc prendra la relève pour 2 ans. C'est donc le Maroc qui va prendre désormais les rênes de ce réseau pour sans doute poursuivre les actions déjà engagées par les prédécesseurs. Un bilan mitigé compte tenu de plusieurs raisons pendant son mandat, dira le président sortant. Le siège du RIAC est ici et je suis venu pour un travail ponctuel, voir le secrétaire exécutif du réseau panafricain pour qu'on se mette ensemble et qu'on ait des points de convergence sur ce que nous allons faire au Maroc. Et puis avoir un bilan de ce que nous avons pu faire et voir une projection sur ce que le RIAC sera demain. Et je crois je laisse à celui qui viendra après moi, donc le président de la RAC du Maroc, c'est la mobilisation de toutes les instances continentales pour cette tâche que nous avons, parce que la régulation, c'est quelque chose que nous devons œuvrer pour asseoir sur notre continent. Parce que sans régulation, il n'y a pas la démocratie. Moi, je peux dire que c'est un bilan un peu mitigé parce qu'on aurait mieux fait. On n'a pas fait ce qu'on avait prévu, mais on a fait des choses qui sont recommandables. On a organisé des conférences à Yaoundé et on a été invité dans plusieurs pays. On a pu organiser une conférence sous-régionale au niveau de l'Afrique centrale. Et ça nous a permis de véhiculer la politique du RIAC. Il faut souligner que d'autres chantiers seront sans doute explorés par ce réseau panafricain à cette édition de la conférence des instances de régulation de la communication d'Afrique, une annonce faite par les deux personnalités à cette occasion. Et après le réaménagement des structures centrales du parti Union progressiste intervenu le 16 juillet dernier, les coordinations départementales de la formation politique ont connu des mutations. Antoine Idi, Kolaolé, Mathurin, Nago et autres ont cédé leur place à d'autres jeunes. Ces changements traduisent-ils la nécessité du renouvellement de la classe politique? En tout cas, la question a été posée au consultant politique Agapit Napoléon Mafourikan dans sa tribune politique ce mardi 19 juillet. Après le réaménagement des structures centrales de l'Union progressiste intervenu le 16 juillet 2022, le nouveau présidium du parti au Baobab ensoleillé a tenu une séance de travail avec l'administration centrale du dit parti. Le professeur Joseph Diogbenou
Accompagné de la première vice-présidente Mariam Tchabizime Talata et le deuxième vice-président Gérard Brenochi, ont exhorté l'ensemble du personnel à cette occasion à beaucoup plus d'engagement dans l'action. Insistant sur les nouvelles exigences à venir, le président de l'Union progressiste a donc fait savoir que rien ne changera, mais les exigences seront accentuées et les membres du dit parti devront donc donner le meilleur d'eux-mêmes en termes d'énergie, de disponibilité et qu'il y ait toujours ce rapport de confiance. Dans le même temps, les anciens ténors de ce parti qui occupaient la tête des coordinations départementales ont également passé la main à une nouvelle génération. Dans sa chronique politique de ce mardi, le consultant politique Agapit Napoléon Maforican a tout d'abord reconnu le mérite des ténors qui ont gardé jusque-là le parti bien avant le changement de main. C'est une sorte de passation de génération, une période sensible, c'est-à-dire qu'à la veille des législatives, on sent, plutôt qu'une génération passe la main à une autre, qui montre le chemin de l'avenir. Quand on dit qu'il faut bâtir dans le durable, on peut dire que ces aînés ont porté dans les fondamentaux le parti de l'Union progressiste. Et aujourd'hui, ils profitent peut-être de l'occasion de ces élections et surtout du moment où les candidatures vont être positionnées pour pouvoir passer la main. C'est un gros signal, sans doute à d'autres qui peut-être auraient peut-être tendance à se maintenir. Et à partir du moment où la tête change, c'est évident que l'équipe de notables, comme je le dis, de sages, mais globalement, on peut dire que cette génération a marqué l'histoire de notre pays positivement, l'histoire de la vie politique, de la vie partisane de notre pays, parce que on sent, Bruno Amousou a dirigé le PSD. Le Parti social-démocrate, c'est quand même un modèle de parti, il faut le dire, dans les clans politiques que nous avions, les clubs électoraux, qu'on appelait les clubs électoraux. Le PSD était un modèle de parti. L'IPD, qui était le parti dans lequel Théophile Natta, Mathieu Kofi Nango était un modèle de parti, avec une idéologie, avec une vision, avec une éthique. Il dit qu'on allait être des membres du parti BADEP. C'est quelqu'un qui a une certaine aussi vision. Il était dans les affaires étrangères, il a été président de l'Assemblée nationale. Il est porteur également d'une certaine éthique, d'une certaine conception du développement et sur le comportement de l'homme politique. Si vous prenez Abraham Ziloroué, il a travaillé sur la réforme du système partisan. Au niveau de la renaissance du Bénin, on peut dire que c'est plutôt l'aile progressiste. C'est quelqu'un qui est humaniste. Donc, c'est dire que l'UPR a eu la chance d'avoir à sa tête ces personnalités de cette qualité-là, qu'il faut saluer, même si il faut bien qu'il passe la main. Il faut bien qu'il passe la main, une main que saisit déjà le nouveau bureau du dit parti, notamment à travers ses premières actions. Une continuité avec les conseils et appuis des prédécesseurs. Il n'y a donc pas à créer au désamour entre les deux générations, nuance l'analyste politique. Les jeunes qui les remplacent ont le devoir historique, ont le devoir impérieux de puiser dans ce qu'ils ont donné comme force, comme vision, pour maintenant donner un nouveau souffle. J'estime que ceux-là ont encore beaucoup à donner au Bénin. Ils ont encore beaucoup à donner transmettre à la jeunesse. Et au niveau de l'Union progressiste, ils ont des rôles à jouer. Ils ont vraiment encore à donner. C'est une révolution. Mais elle ne peut pas se dérouler brutalement. Les partis individus sont terminés. Ça, là, au moins, c'est sûr. Et ces partis sont terminés qu'on peut quitter un conglomérat de Bruno Amousou, Edi Kolale, Mathieu Kofi Nango, Abraham Ziloroué, pour en avoir pour avoir un leader unique. Comme Joseph Jobrenou, et une équipe plus rajeunie. Avant, c'est impossible que ça passe comme ça à la tête des partis. Donc, mes fantoches, mes fantômes, mes étrangers, tout ça, on peut passer. Mais dans le sens positif, pour faire changer les choses, pour faire passer des caps, pour faire passer des étapes, pour espérer dans le durable, pour construire longtemps. Pourquoi dans la perspective, pourquoi ne pas le souhaiter? Je pense que l'UP montre le chemin de ce que doit être la réforme de ces partisans. Après, tout ça va se consolider. Puis, il n'est pas rare de voir sur la tête de certains nourrissons détresse. Beaucoup de parents, dans l'optique d'accélérer la pousse des cheveux de leurs enfants, commencent à les coiffer de façon précoce. Quel est l'âge idéal pour faire des tresses au bébé? Melvina Chabi a réalisé ce dossier. À quoi ressemblera ma fille si je ne lui fais pas des tresses? Elle devrait commencer à se tresser tôt pour donner à ses cheveux des chances de vite pousser. Voilà autant de questions et de considérations qui alimentent les pensées de certaines mamans quant aux soins des cheveux de leurs filles. Moi, j'ai fait que de filles. Dès l'âge de 3 mois, je commence à leur faire un peu de chouchou, mais pas trop dur. Qu'on leur dise que la femme se tresse. Par exemple, moi, on ne m'a pas tressée au bas âge. Du coup, c'est difficile pour moi de me tresser. Est-ce que j'ai commencé par la tresser?
Elle n'a pas ressenti de douleur parce que je sais comment prendre pour qu'elle n'ait pas mal. Je lui fais ça tout doucement. C'est pourquoi je ne l'amène même pas chez les coiffeurs. C'est moi-même qui tresse mes filles dès le bas âge. J'ai commencé à tresser ma fille à l'âge d'1 an. Je n'ai pas commencé par tresser ma fille tôt parce que je trouvais que tresser les enfants bébé, ce serait pas trop bien. Papa aussi s'opposait à ce qu'elle se tresse. C'est à cause de ça que j'ai commencé par tresser ma fille à l'âge d'1 an. Elle a commencé par se tresser à l'âge de 2 ans, mais on avait vu que c'était un peu difficile pour elle parce qu'elle se plaignait, j'ai mal à la tête, donc on a dû lui couper les cheveux pour attendre à 5 ans où elle-même elle a commencé par donner l'envie de se tresser et de se faire belle. L'âge idéal pour tresser un enfant, c'est 5 ans ou 6 ans. Voir sa fille s'épanouir en étant belle et présentable à première vue, c'est le désir de bon nombre de mères. Mais ce n'est pas sans conséquence sur la santé des enfants-filles. Je ne tresse pas un bébé de 3 mois ou 6 mois. L'enfant doit atteindre l'âge d'1 an. Certains parents nous amènent des enfants de 4 mois, 6 mois. Nous arrivons à les tresser, mais c'est souvent un peu difficile. J'exhorte les génitrices à observer au minimum 12 mois. Pour le médecin El Mouchid, les tresses peuvent nuire à la croissance de l'enfant. Il en profite pour appeler les parents à plus de vigilance. Déjà, sur le côté psychologique, c'est un problème. Également, sur son développement, ça peut avoir de façon indirecte une action sur le développement de l'enfant. Et les enfants qui sont tressés plus tôt, on remarque qu'ils s'asseyent ou bien marchent moins vite que les autres enfants. Les parents ne sont pas trop stressés à vouloir avoir des enfants parfaits, parce que si on veut avoir des enfants parfaits, qu'on fait ces petites concessions, on veut tout le temps mettre un enfant dans de belles chemises, on coiffe même des enfants. Je prends les garçons par exemple, qu'on coiffe déjà à 3 ou 4 mois, chaque 2 semaines, on coiffe les enfants, il faut faire attention, parce que c'est une zone sensible à la tête. Les bébés au cul chevelu très fragiles doivent endurer des heures de douleur que même les grandes personnes supportent difficilement. Tresser les bébés à bas âge est un choix certes pour les parents, mais au mérite de quel risque? Et puis, vous le savez, il y a plus cette semaine où l'on n'entend pas des cas de viol sur mineurs. Les statistiques augmentent dans les départements de l'Atlantique et du littoral notamment. Se demander si le renforcement de l'arsenal juridique en la matière n'effraie plus les acteurs de cette sale besogne. Serait-ce alors une défiance des tests ou la preuve du dysfonctionnement des mécanismes mis en place pour les dénonciations? Éléments de réponse dans ces magazines que vous propose de la rédaction. Le Centre intégré de prise en charge des violences basées sur le genre a enregistré au total pour les 2 derniers mois 9 cas de viol commis sur mineurs de 5 ans à 9 ans, 16 cas de viol sur mineurs de 10 ans à 14 ans et 39 cas de viol commis sur mineurs de 15 ans à 17 ans. Ces chiffres de cas de viol sur mineurs, présentés par la directrice départementale des affaires sociales et de la microfinance du littoral, ont été enregistrés courant avril et mai 2022. Des statistiques qui démontrent que le phénomène prend effectivement de l'ampleur, mais à la direction départementale, cela est considéré plutôt comme la preuve de la bonne réceptivité des sensibilisations à la dénonciation. Ces statistiques démontre que le phénomène est aujourd'hui dénoncé parce qu'il y a des mécanismes qui ont été mis en place par l'État pour la prise en charge des victimes des violences et des cas de viol sur mineurs. Au sens du Code pénal tel que modifié par la loi 2021-11 du 20 décembre 2021, le viol est défini comme tout acte de pénétration sexuelle, quelle que soit sa nature, commis sur la personne d'autrui, contre sa volonté, notamment par violence, contrainte, menace, surprise. Au Bénin, plusieurs mécanismes sont mis en place par le gouvernement pour l'accompagnement systématique de toutes les victimes. Cette prise en charge de l'enfant abusé, qu'il soit fille ou garçon, est enclenchée dès l'enregistrement de la plainte portée par la victime ou par l'un de ses parents au niveau du Centre de gestion intégrée de violences basées sur le genre CIPEC ou au niveau des centres de promotion sociale CPS. Quand les cas de violence sexuelle sur mineurs ou même sur
personnes majeures viennent, elles sont reçues au niveau de la permanence où elles bénéficient d'abord de l'accueil, de l'écoute, la mise en confiance pour s'assurer d'abord de leur pleine participation par rapport à tout ce qu'il y aura comme prise en charge psychologique, sociale et juridique. Et ensuite, la première étape qui est la délivrance de la réquisition par le commissariat ou par l'Office central de protection des mineurs pour permettre d'obtenir le certificat médical. Et c'est sur ce certificat médical que se base la procédure judiciaire qui est de suite enclenchée. Dans ce processus, l'accompagnement psychologique indispensable à la guérison physique de la victime est basé sur le vécu de l'enfant de son agression sexuelle, les représentations qu'il ou elle a de cette scène. Dans cet accompagnement, tout est centré sur le vécu de la victime. Quelles sont les représentations qu'elle a de ce qui s'est passé, donc de son abus sexuel. Il faut dire que les victimes de viol, le plus souvent, sont animées par un sentiment de honte, un sentiment de culpabilité. Pour certaines, elles vont venir vous dire, au fil de l'entretien, vous vous rendez compte que on lui a déjà répété, inculqué une certaine valeur, et le fait d'être abusé sexuellement salit ces valeurs-là, et donc ça reste dans sa tête, ça devient traumatique. Donc ça varie vraiment du cas par cas. Parallèlement à ce suivi médical et psychologique de la victime, la justice qui est saisie travaille de son côté pour punir le bourreau. La brigade des mineurs ou la police judiciaire saisie enclenche la procédure sur la base du certificat médical produit par les agents du CIPEC ou des CPS. Il s'agit d'une procédure détaillée qui parfois prend du temps, mais qui permet de punir le violeur, précise Thierry Tobossi, juriste. Certes, la justice étatique est gratuite, mais elle a son temps. Et vu la complexité des faits qui sont dénoncés en matière de viol, le législateur considère que c'est un crime. Donc il faut prendre toutes les mesures nécessaires afin de savoir si effectivement la personne qui est présumée accusée de ces faits est réellement coupable ou innocent. Donc c'est-à-dire que quand vous êtes dans une situation de viol, vous avez au maximum 5 ans pour être présenté devant les juridictions pour la phase de jugement. Et quand la procédure est détaillée comme ça, vous dénoncez d'abord les faits, l'autorité compétente judiciaire est saisie, elle ouvre une enquête et à l'issue de l'enquête qui doit durer au maximum 5 ans, vous êtes présenté devant les juridictions de jugement pour pouvoir bénéficier d'une décision de justice. Et les sanctions vont jusqu'à la réclusion criminelle à perpétuité selon les cas. Pour la constitution des preuves, les parents doivent éviter de laver l'enfant victime d'abus sexuels. Le mineur doit être emmené à l'hôpital ou au niveau du CPS le plus proche pour la sauvegarde des traces laissées sur la victime. Au terme de la loi 2021-11 portant mesures spéciales de répression des infractions commises à raison du sexe et de protection de la femme au Bénin, la répression des infractions est confiée à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET. La juridiction spéciale est compétente pour connaître des cas de viol sur mineurs de 13 ans, l'atteinte sexuelle sur mineurs de moins de 13 ans, lesquels sont traités par la Chambre de jugement des infractions à raison du sexe des personnes qui est dotée d'une chambre des appels des jugements rendus. Il est vrai que le plus dur pour nombre des victimes de ces abus sexuels reste le retour en famille. Une réintégration sociale qui n'est toujours pas facile parce qu'elles sont parfois objets de stigmatisation. Mais la prise en charge prend également en compte l'entourage. Après avoir sécurisé cet environnement familial, après avoir calmé les ardeurs et les colères et tout au niveau des membres de la communauté, nous préparons maintenant le retour en famille de cet enfant-là. Cette réintégration n'est pas que familiale, elle est également sociale, elle est également professionnelle, ou elle est également scolaire. Toute infraction, qui plus est le viol, qui est un crime, doit être systématiquement dénoncée par tout témoin. Et les voies de dénonciation sont plusieurs. Il y a par exemple la brigade des mineurs, les commissariats, la saisine du procureur ou même de l'Institut national de la femme. L'INF
qui est doté d'une personnalité juridique et d'autonomie de gestion, est aussi chargé d'assurer la promotion et la protection de la gente féminine. Cet établissement public peut aussi se constituer partie civile dans les procédures relatives à ces infractions. C'est dire donc que les voies de recours au Bénin ne manquent plus. La lutte doit être continue pour sauver les enfants et décourager à jamais leurs bourreaux. Et c'est sur cet élément de Angèle Tobola que nous refermons cette édition de journal. Merci madame, monsieur de nous avoir suivis. Nous serons heureux de vous retrouver sur l'ensemble de nos plateformes digitales, notre site internet, le www.etelebena.com, notre page Facebook eTélé en direct, notre compte Twitter eTélé Live, notre chaîne YouTube eTélé Bénin, en direct via l'application iOS et Android eTélé Bénin, tout simplement eTélé avec vous pour vous.